Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et bonjour à tous, mes très chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Je suis Brother Maxou et devant l'actualité intense qui est celle de Game Workshop, eh bien je me rends compte que je dois resserrer un petit peu mes émissions Gazette, ces émissions où on va faire ensemble eh bien, le tour de toutes les news Game Workshop, mais également les petites news concernant Rural Hammer, son média et son association. Écoutez, on va commencer par ça, la petite gazette, mais à échelle locale. Donc parlons un petit peu de Rural Hammer. Eh bien, sachez que Rural Hammer est désormais affilié avec My Hobby Place. Donc, vous connaissez la mécanique. Tout simplement, lorsque vous validez votre panier, libre à vous eh bien, de donner quelques cacahuètes à la ruralité pour qu'elle prenne de l'envol, pour qu'elle prenne de l'ampleur et pour qu'elle achète des figurines également. Donc je suis affilié à My Hobby Place via l'association, donc ça se fait vraiment officiellement via cette structure, et donc priorité sera naturellement donnée à l'achat des fournitures nécessaires eh bien, pour garnir l'effectif des batailles qui seront organisées par l'association. Donc naturellement, en ligne de mire, la continuation de la campagne d'Erubia qui va avoir besoin de bien des renforts pour contrer les plans machiavéliques de l'étoile à 8 branches. Donc c'est fait. Je suis affilié, libre à vous de participer et en tout cas pour ma part je ne puis que remercier Vatsek ainsi que Christophe, le boss de My Hobby Place, pour leur confiance. Donc je les ai rencontrés, on s'est bien marré et il sera peut-être question de contenu médiatique Rural Hammer Cross My Hobby Place dans les temps à venir. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne vidéo de My Hobby Place animé par l'ami Vatsek, ça lui fera plaisir d'avoir des petits pouces en l'air et je salue son travail de qualité sur ce média. Dernièrement, ils ont reçu les mecs d'Exitium que j'aime beaucoup. Donc, big up Vatsek, big up Christophe, au plaisir de vous revoir. Ce petit séjour à Fontainebleau était définitivement excellent. Pour continuer côté association, eh bien sachez que nous sommes désormais en route vers les 60 adhérents. Donc je suis ravi Thérèse, car je visais en fait la barre des 50 adhérents pour cette fin d'année. Eh bien c'est arrivé plus tôt que prévu et j'en suis très heureux. Une association avec plus de 50 membres, d'office, on est dans le sérieux, on est dans quelque chose qui va bien rouler, je pense. Donc n'hésitez pas à vous inscrire vous aussi, le planning Super Warp 2026 s'annonce intense. Il y aura beaucoup d'événements et de toutes sortes. Il n'y aura pas que du wargame sur table. Il y aura plein d'autres choses, de l'atelier peinture, pourquoi pas une petite foire à la figurine, des collaborations avec d'autres associations et elles s'annoncent nombreuses malheureusement pour mon temps libre, faisant en fait des réunions Super Warp, quelque chose qui va pas mal se dérouler à échelle nationale. Donc parions qu'il y en ait une qui œuvre pas trop loin de chez vous pour les temps à venir. En tout cas voilà, merci à tout le monde, merci en fait les gars d'adhérer à cette association dont le projet est encore assez vague à cette heure, mais je vous promets du très concret pour les mois à venir. Côté logistique, l'association a fait ses premiers investissements pour justement s'équiper massivement en table de jeu. Donc c'est en cours de fabrication tout ça. Il va y avoir plein de trucs dans les mois à venir. Et là encore, malheureusement pour moi, mon planning peinture s'annonce absolument infernal. Mais les tables,
de l'association, ça va être quelque chose d'assez gros et quelque chose auquel en fait je vous inviterai à participer pour de l'atelier collaboratif. Donc première étape de ce déluge de tables, c'est une table martienne qui va se dérouler au cœur en fait d'un secteur de manufactorum en ruine. Ce n'est pas bien original, certes, mais néanmoins mes Iron Warriors vont se sentir là-dedans comme un poisson dans l'eau et ça servira également à illustrer une des planètes du cercle des astéroïdes pour la campagne d'Erubia à venir. J'ai hâte de vous faire voir tout ça. Ça s'annonce gros, de très très gros éléments de décor qui vont pouvoir aller jusqu'à 1 mètre de long. On est dans le n'importe quoi et à mon avis, quand les premières photos vont sortir, vous allez pleurer, mes braves. Autre petit business cette fois qui ne concerne pas directement l'association, mais c'est la fin officielle en fait de la période bêta-test des formations de peinture. Donc l'inauguration du Rural Hammer Studio est toute proche, le site web est en cours, ça arrive bientôt à la fin. Il y a 4 cursus de formation qui seront disponibles et qui auront vocation à s'étoffer dans le temps. Là encore, ça devrait arriver bientôt, stay tuned. En tout cas, j'ai fait une formation pas plus tard que ce week-end, à vrai dire. Mes gentils élèves sont partis il y a quelques heures avec encore une fois des résultats top niveau. Jour 1, j'ai jamais touché à un aéro. Jour 2, je te sors des figurines vraiment, vraiment très très cool. Donc toujours une immense satisfaction pour moi, ces petits week-ends où en fait on partage beaucoup, on peint, on prend l'apéro. Notre grande chanoinesse de Notre-Dame des Carabistouilles nous prépare un magnifique goûter. Il y a du vin. Voilà, on se régale tout simplement. Donc la suite pour très très bientôt. Autre événement récent, ça a été la 2e réunion officielle Tupperwarp qui était un festival boarding action. Donc il n'y a pas eu grand monde, on était une dizaine je crois, non 8 ou 10, je sais plus. Bref, petit effectif mais tout à fait sympa malgré le manque en fait de sets boarding action. Il n'y a pas grand monde qui en a naturellement, ce qui nous a obligés à faire du multijoueur. Le multijoueur à boarding action, sans surprise, c'est très très marrant. C'est un vrai pugilat. Je compte bien en fait renouveler l'expérience. Et de toute façon, boarding action, c'est un truc qui monte. Moi, je multiplie en fait les initiations auprès des assos voisines pour venir un peu gonfler les rangs des gars qui aiment bien jouer à ce jeu hyper fun, très sympa, et en fait à multiplier les petits projets à 500 points, tous plus stylés les uns que les autres. L'année prochaine, on aura la grande messe de boarding action via l'événement Tupperwarp abordage et canonnade organisé par les amis Vexaré et Champêtre. Donc ça c'est en mai 2026, on a le temps de voir venir. Les détails sont sur le Discord et sur la chaîne YouTube de Vexaré. Donc abordage et canonnade, ce sera un gros événement boarding action et j'ai bien hâte. Autre réunion Tupperwarp à venir, cette fois c'est organisé par Arcane, l'association proche de Compiègne, qui nous fait son petit événement narratif 40K cross boarding action. Bonne nouvelle, c'est complet, on est au complet pour cet événement fin novembre. C'est dans 2-3 semaines. J'ai très hâte également de voir ce que le professeur KO nous réserve en termes de narration. Ça s'annonce absolument fabuleux. Allez, on continue sur les événements Tupperwarp, sur les réunions Tupperwarp, excusez-moi, comment puis-je oublier cette appellation divine. Un petit partenariat s'est créé en termes de lieu à jouer. Ce partenariat, c'est avec la Grotte à bière. Comme son nom l'indique, c'est une grotte dans laquelle on boit des bières. Ça se trouve à La Roche-Guyon, qui est un village magnifique, à vrai dire un des plus beaux villages de France. Tout y est, jardin médiéval, château immense, écurie royale, des jardins au bord de la Seine, entouré par les falaises de craie qui signent l'entrée dans la Normandie. La Roche-Guyon, c'est un lieu tout simplement exceptionnel et bien niché sur ces hauteurs. Vous avez l'entrée d'une grotte, la grotte à bière. Et donc, dans cette grotte à bière, on va pouvoir organiser des
parties. On part à peu près sur le premier semestre sur un effectif, je pense, de 3 ou 4 réunions Super Warp qui reprendront un peu le flambeau des parties fun. Tout simplement fun, pas forcément narrative. Là, ça dépendra tout simplement si j'ai le temps d'écrire des choses assez ambitieuses, mais on va se concentrer sur quelque chose d'assez formel, du moins pour le premier jet. Donc il y aura probablement un tournoi à 1000 points, il y aura également du 2 versus 2, il y aura encore du boarding action, et pourquoi pas également y réaliser un des derniers chapitres de l'histoire d'Erubia, à la poursuite du Butcher Nightmare, à la poursuite de ce Space Hulk. Et donc là, naturellement, ce sera un événement à petit effectif, board in action et 1000 points. J'ai envie de faire ça là. Donc ça, le planning devrait tomber courant décembre. Courant décembre, je pense qu'il y aura les 3 ou 4 dates étalées sur le premier semestre à venir. En tout cas, les amis, c'est the place to be. Moi, la Grotte à Bière, c'est un lieu dont je suis profondément amoureux. On n'y boit pas de la Kronenbourg. Là, vous allez boire tout simplement des bières d'exception, vraiment, et où le patron, il connaît le truc, il vous dira comment c'est fait, où c'est fait, il vous offrira des choses qui iront très bien à vos goûts. On y déguste des planches de charcuterie et de fromage, mais hyper qualitatives. Là, on n'est pas sur du métro, on va plutôt être sur de la charcuterie corse et ibérique, et en plus, c'est beau, c'est tout simplement beau. L'éclairage, on est dans une grotte, c'est troglodytique, c'est magnifique, et on aura une belle et grande salle rocheuse pour y faire des parties de 40 000 ou d'autres jeux, pourquoi pas Horus Heresy. Bref, j'ai hâte de tout ça. J'ai très très hâte. Donc actuellement, c'est en cours de négo. Le tarif, la bouffe, comment je fais, blablabla. Vous serez très bientôt informés. Mais en tout cas, je suis content car c'est un lieu d'exception et j'avais à cœur pour l'année 2026 de vous proposer des lieux d'exception. Et croyez-moi bien, ce n'est pas fini. Et parlons un petit peu de l'échéance du mois de décembre. Cette fois-ci, c'est juste avant Noël et ça s'appellera tout simplement l'Apocalypse Rural. Comme son nom l'indique, ce sera la première grande partie Apocalypse organisée par Rural Hammer et ça se déroule dans une salle de concert, les mecs. La salle de concert Le MB qui se situe à Sannois, donc on est en banlieue parisienne dans le Val d'Oise, c'est à un quart d'heure, 20 minutes en train de Saint-Lazare, donc c'est très très accessible. Là encore, les détails sont sur le Discord, mais à vrai dire, je dois dans les 10 prochains jours définir le concept global. En gros, le règlement, les règles globales, l'effectif, à combien on va être, la nourriture et blablabla. Mais en tout cas, on est sur une partie Apocalypse dans une salle de concert, les mecs. Et donc, l'idée, c'est que cette partie Apocalypse, elle sera quelque part le bêta-test de toutes les parties Apocalypse à venir, et notamment concernant la fin de la campagne d'Erubia. Donc, on va bosser là-dessus. La première Apocalypse, ça ne se fera, à mon avis, pas sans heurts. Aussi, je vais insister auprès de vous pour décrire cet événement comme avant tout, une rencontre, quoi. Avant de faire une partie Apocalypse, mais ultra léchée, menée tambour battant, sans aucune erreur de règle, il nous faut une marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre, ce sera cette Apocalypse rurale qui se déroule le samedi 20 décembre. Ce sera notre bêta-test pour toutes les grandes batailles à venir. En tout cas, on va se marrer, les mecs. Je serai sans doute sur scène avec mon micro pour arbitrer du mieux que je peux et animer du mieux que je peux cette partie complètement pharaonique. Donc, les détails viendront très bientôt. Le nombre de points, les participants, l'adaptation des règles, etc. Vous en saurez plus très bientôt. Mais bon, Apocalypse rural, proche Paris, venez nous faire des bisous. Je pense en fait que cet événement sera ouvert un petit peu à tout le monde, même aux visiteurs. Si vous voulez venir croiser des membres de Rural Hammer, et puis chatter un petit peu, faire voir vos figurines, assister à une baston homérique, ce sera tout simplement très très sympa. Donc plus de détails à venir concernant cette Apocalypse rurale.
Cependant, eh bien, ces parties Apocalypse, que je souhaite nombreuses pour l'année prochaine, elles ont un défaut, c'est qu'elles durent longtemps. Donc là, je vous ai dit, c'est un bêta-test. On va essayer de faire rentrer ça en une journée, probablement avec une adaptation de règles assez radicale en termes de fluidité de jeu. Je pense qu'on va pas mal purger le système de règles de 40K pour n'en demeurer qu'à l'essentiel. Donc les détails sont à venir. On verra combien de temps ça dure, mais en tout cas, globalement, une apocalypse, ça dure longtemps. Et concernant les réunions Super Warp, eh bien, j'avais à cœur de vous proposer des réunions d'une seule journée. Une seule journée, voilà, vous êtes tous très occupés, vous êtes adultes, vous êtes parents, vous avez beaucoup de travail, etc. Une journée, c'est toujours jouable de s'en dégager une. Par contre, un week-end entier, généralement, ça met des bâtons dans les roues à tout le monde. Donc moi, ça coince un petit peu. Je voulais beaucoup d'apocalypse, seulement, ces réunions Super War, je voulais qu'elles se concentrent sur une seule journée. Résultat, pour l'instant, c'est hypothétique, mais pour faire de l'apocalypse, il faut tout simplement un week-end entier et réunir toutes ces apocalypses au même endroit. Bah ça, les mecs, je crois que ce sera exactement le programme du Rural Hammer Fest. Deuxième édition. Rural Hammer Fest 2, ce sera probablement 3 grandes apocalypses dans la même salle. Le week-end sera entièrement dédié à ça. Là, vous aurez le temps de vous y préparer, vous aurez le temps de vous libérer 2 jours. Voilà. Pour l'instant, on est en pleine réflexion concernant tout ça. On attend de voir ce que donnera en fait cette apocalypse rurale qui fait office de bêta-test pour y voir plus clair par la suite. Mais pour l'instant, la piste principale, c'est celle-là. Un Rural Hammerfest 2 complètement apocalyptique et qui, à mon avis, autour de ce grand événement, graviteront probablement plusieurs petites tables, histoire de pouvoir accueillir tout le monde, parce qu'une apocalypse, on va être sur quelque chose d'exigeant. On va demander une grande armée, full painte, et on va également demander un exercice des règles impeccable. Vous imaginez bien que quand sur table, il y a 80 000 points, on peut pas se permettre d'avoir un joueur qui demande à chaque phase de tir c'est quoi l'endurance d'un Space Marine. Il nous faut des joueurs très carrés côté règles concernant ce type d'événement. Néanmoins, pour cette première édition, là, le 20 décembre, qui veut vient, il n'y a aucun problème. Bref, tout ça pour l'association, pour les réunions Super Warp, il y a quand même beaucoup de choses en cours de développement, mais ça arrive au compte-gouttes. Là, tous les mois, il y a des nouveautés, c'est assez foisonnant. Je parle à beaucoup de monde pour trouver des lieux, pour trouver des concepts, également des concepts de parties. Bref, je prépare tout ça du mieux que je peux pour avoir une année 2026 absolument Super Warp approved. Bon, c'est fini pour les actualités rurales, c'est fini pour les actualités locales. On va pouvoir passer du côté de la maison mère et donc de cette avalanche de nouveautés du côté Games Workshop. Donc naturellement, on sort d'un très gros événement et d'une très grosse séance de reveal parce que ce week-end, c'était Atlanta, c'était les championnats du monde. Mais néanmoins, il s'est quand même passé d'autres choses en amont, donc je vous propose de revenir dessus le plus brièvement possible, j'espère. Je fais de mon mieux, soyez-en assurés. Nous nous étions quittés lors de la dernière gazette sur la nouvelle Kill Team. Donc cette Kill Team qui voit s'affronter des scouts Space Wolves face à des exo-armures stealth de l'Empire Tau. Donc la question c'était est-ce qu'il y aura des décors ou pas ? Est-ce qu'il y aura le complément du set initial de décors Tomb World ? Donc la réponse est non. Cette Kill Team se présente juste sous la forme de 2 petites bandes et de rien d'autre. C'est un peu chiche, c'est également un peu cher, on va pas se mentir. Mais donc, que faire de ce Tomb World qui est en désuétude ? Cette semaine, il nous propose le set de décors à l'unité. Encore cher, malheureusement, 130 balles, ce set de décor Tomb World. Donc là, je suis en pleine hésitation. Est-ce que j'achète ce truc pour compléter le set que j'ai déjà et ainsi de former un vaisseau spatial entier ? J'hésite, je sais pas encore comment faire et je ne suis même pas assuré en fait de la compatibilité totale avec le set traditionnel Boarding Action. En fait,
faut que je bosse, faut que je prenne les murs, faut que je compare. Est-ce que c'est normé de la même façon? Est-ce que vraiment je vais pouvoir construire mes maps de la même façon? Si la réponse est oui, bah, nul doute que ce set Tomb World, il me le faut. Il me faut absolument un vaisseau Necron. D'une, parce que c'est beaucoup trop stylé, ils sont magnifiques ces décors, sans déconner. Et d'autre, bah, parce que ça fait une table de plus à offrir en réunion Super Warp Boarding Action. Donc je serais bien bête de ne pas faire ce travail-là, même si eh bien, ça va être beaucoup de travail. Donc toujours en quête de réflexion pour ma part sur ce sujet précis. Dans la foulée, nous avons eu le droit au sempiternel Battle Force de Noël. Eh bien, l'excellente nouvelle dans tout ça, c'est que rien ne m'intéresse. Ça fait du bien au porte-monnaie, hein, une offre de Battle Force où on ne voit rien, qui pourrait nous apporter quelque chose. Voilà, du moins, bah, c'est mon avis personnel, parce que ces boîtes ne me concernent pas, tout simplement. Et j'ai envie de dire, aucune d'entre elles non plus ne m'invite à commencer une nouvelle faction. De toute manière, j'en ai déjà beaucoup trop, mais là, bah ouais, il y a rien vraiment il y a rien que je trouve vraiment qui représente un joli produit d'appel quelque part. Donc déroulons un petit peu tout ça, on va passer assez vite fait. Vous avez quand même une chouette box Emperor Children avec ni plus ni moins que Fulgrim accompagné uniquement d'élite, hein. Donc du Noise Marine et une escouade de Flawless Blade, une escouade de 6 personnes. Donc on se dit, ok, ces boîtes, elles vont donc être proposées à 200 €, hein, j'ai eu l'info auprès de mon revendeur. 200 €, Fulgrim et 2 escouades. Ah putain, ça pique un petit peu quand même. Du côté des Votann, on a ici une boîte qui regroupe pas mal d'unités de niche en vérité, pas mal d'unités très spécialisées. Je pense qu'elle plaira celle-là parce qu'elle est assez atypique. Je pense qu'elle regroupe en fait pas mal de figurines que le joueur Votann n'a pas forcément. Donc là, on peut parler de bon plan hein, quand tu as une boîte qui te regroupe en fait tous les trucs un peu exotiques que tu n'as pas forcément encore acheté. N'hésitez pas, mes très chers amis Votann. Côté Tyrannide, on a une boîte qui nous regroupe ni plus ni moins que tous les plus gros monstres, sauf qu'on n'y trouve pas l'émissaire Norn. Alors cette boîte, je la trouve affreuse, mais à vrai dire, j'aime pas du tout en fait ces armées tyrannides uniquement composées de gros monstres, parce que je trouve qu'il y a énormément de différences en fait stylistiques de l'une à l'autre. C'est des sorties qui ont été étalées sur longtemps et bah, je trouve que ça colle pas forcément. J'aime pas voir l'une à côté de l'autre. Il y a quelque chose qui me choque. Et après, bah, dans l'idée, pour moi, les tyrannides, c'est une marée grouillante, justement, que viennent surplomber quelques énormes monstres massifs de ce genre. Ici, bah, j'ai pas, voilà, ça me vend pas du rêve, en fait, de voir 5 gros monstres alignés dans la même armée c'est pas très cohérent. Moi, voilà, l'image du tyrannide, c'est une déferlante de Termagan, le tout dominé par une figurine magnifique comme l'émissaire Norn, par exemple. Ici, je ne m'y retrouve pas, même si j'adore, par exemple, le Tyrannoflex. Néanmoins, pour les collectionneurs tyrannides, bah pourquoi pas. Hein. Ensuite, on a une Battle Force de l'Empire Tau qui là fait plaisir parce qu'elle est complètement thématique, hein, elle est complètement composée d'exo-armure. Donc vous avez Riptide, Broadside, une unité de Crisis, le tout l'idée par ni plus ni moins que l'ami Farsight. Donc bah, on pourra encore dire ok 200 €, il n'y a pas grand chose dans cette boîte, hein, mais bon, en tout cas c'est thématique, ça c'est cool. Moi pour moi les meilleures Battle Force sont toujours celles-ci, enfin même les combats de patrol à vrai dire. On passe ensuite au Space Marine qui nous offre un duo de Dreadnought, hein, donc Redemptor et Ballistus. Bon ça on va pas se mentir, c'est toujours cool hein, avoir une paire de Dreadnought dans son armée. Et quelques escouades plus spécialistes que d'habitude avec du Hellblaster, du Stenguard et la petite escouade de commandement et son capitaine. Ils nous ont même rajouté un lieutenant qui je trouve n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, je vais passer vite fait par la suite. Côté Chaos Space Marine, on a la Battle Force la moins surprenante du monde. Du côté de la Death Corps of Krieg, là c'est stylé parce qu'on est complètement dans le fluff, quoi. Là vous avez 20 Kriegers, une escouade de commandement et 2 grosses plateformes d'artillerie. Moi c'est exactement comme ça que je vois Krieg. À vrai dire, si je les jouais, ces petits mecs, nul doute que je ne prendrais même pas de blindés. Moi je veux juste une horde d'infanterie appuyée par des plateformes d'artillerie. C'est comme ça que je vois Krieg. Et bah donc cette boîte là, elle est vraiment cool, hein. À vrai dire, tu peux même en acheter 2 pour avoir l'armée de Krieg la plus lore accurate du monde. Donc très très cool. Et ça continue un petit peu côté AOS.
avec 4 Battle Force, qui là, je trouve, sont bien plus généreuses, hein. On a une grosse Battle Force Skaven, hein, qui nous offre beaucoup de troupes d'élite. C'est vraiment sympa. Une Battle Force contre vampire qui là est ultra thématique avec son dragon vampire, 2 escouades de cavaliers vampires. Là, on est cool, c'est stylé, c'est très stylé et surtout une Battle Force exclusivement composée de trolls. Oh là là, celle-là, elle me vend du rêve. Elle est magnifique, cette Battle Force. À vrai dire, je trouve que c'est la plus stylée d'entre toutes, hein. Vraiment, là, on a que du gros châssis, que des gros trolls. Enfin, c'est magnifique. Ces figurines, de toute façon, elles sont magnifiques. Et là, c'est thématique. Ça doit être un plaisir à jouer. Vraiment super. Et pour finir, une petite Battle Force Sylvanette qui est relativement bien fournie, mais quand même sans la moindre surprise. Bref, quand même une belle offre de Noël, hein, pour les gars qui peuvent se le permettre, parce qu'on est quand même sur des boîtes à 200 bouboules. Certaines valent le coup, d'autres, à mon sens, pas vraiment. Mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts et c'est plutôt chouette. Et je note quand même qu'une bonne partie d'entre elles a un vrai thème, quoi, un vrai ADN d'armée qui se dessine derrière ces boîtes. Donc quand même assez sympa tout ça. On va parler un petit peu de nouvelles règles. Et bon, s'il y a un jeu que je suis assidûment du côté des nouvelles règles, naturellement, c'est Horus Heresy. Et à vrai dire, depuis la sortie de la V3, ça n'arrête pas. On a eu plein de règles additionnelles pour ce jeu au demeurant très touffu. Ils en rajoutent des couches, hein. Donc la dernière fois, on avait eu les règles spéciales des Inducti. Et bien depuis, on a eu ni plus ni moins que les Black Shields, les Légions brisées et le tant attendu Zone Mortalis. Donc les Black Shields, ça vous permet d'incarner ces légions de Space Marine sans couleur, sans appartenance. Franchement, je ne peux que vous aiguiller sur le lore de ces légions un peu perdues, hein, de ces Black Shields qui sont proprement terrifiants. Ces légions noires, il y a toujours un certain nihilisme, moi, que j'aime beaucoup chez les Black Shields. En tout cas, c'est encore un pouce au crime côté modélisme, quoi. Vraiment, jouer des Black Shields, ok, c'est un projet qui va pas ressembler aux autres, mais c'est un projet également qui peut avoir potentiellement une tronche folle, hein. Et puis, on a toutes les règles qui vont avec, donc vraiment très très bien. Du côté des Légions brisées, on est sur des règles assez succinctes, mais elles vous permettent d'assembler une véritable armée composée de ces Légions brisées, donc Ravenguard, Iron Hands, Salamanders. Vous pouvez très bien choisir d'assembler ces 3 forces meurtries pour composer une seule et unique petite armée. Là, on pourrait être sur du petit projet, parce que d'office, on parle de petits effectifs, on parle de Légions brisées. Vous pouvez très bien assembler les 3 et vous faire, par exemple, un format 1500 points pour Zone Mortalis. Et puis, 3 fois format à 500 points pour jouer à Civil War. Donc, waouh, ça, c'est un projet excellent, hein, vraiment. 3 petites patrouilles de Légion brisée à 500 points qu'on peut jouer via le format Civil War. On assemble les 3 et on est prêt pour Zone Mortalis. Quel kiff, c'est trop bien, quoi. Et concernant du coup ces règles Zone Mortalis, honnêtement, elles ne sont pas décevantes, hein. Elles introduisent du coup le fait de se battre en intérieur. Donc il y a quelques trucs qui changent. Les gros châssis vont être assez pénalisés parce que naturellement ils vont avoir plus de mal que l'infanterie à se mouvoir, hein, dans des lieux plus étroits. Donc tout est bon en vérité. Seul manque à l'heure actuelle un vrai gros pack de missions. On a quelques missions à se mettre sous la dent là. Ça me paraît excellent pour débuter à ce format. Mais à vrai dire, pour ma part, j'en attends plus. On n'aura pas, par exemple, une offre pléthorique comme on en a trouvé dans Board in Action. Mais néanmoins, Zone Mortalis, c'est à mon sens le format qui sera sans doute le plus narratif que l'on puisse jouer à Horus Heresy. Et pour bâtir du scénario narratif, justement, moi je comptais bien m'inspirer en fait de toutes les innombrables idées qu'il y a dans le bouquin Board in Action, transposer en fait des missions de sabotage, des missions d'évacuation de Board in Action à Zone Mortalis. À mon avis, ça se fera très très bien. Bon, cependant, Zone Mortalis, c'est quand même un gros morceau du côté du modélisme. Il vous faut une table entière. Sachez que je suis en pleine séance de recherche et développement
Ça fait un moment que ça dure, hein. J'ai trouvé le créateur 3D, j'ai trouvé le printer 3D. Maintenant, faut que je fasse les plans. Parce que là, là, les gars, il faut jouer véritablement les architectes avant de se lancer dans Zone Mortalis. On a une table à faire, mais moi, cette table, je veux lui ajouter pas mal de choses et notamment, je veux lui ajouter de la hauteur. Je veux que ce truc se déroule sur plusieurs étages. Donc là, croyez-moi que je suis en train de jongler dans les fichiers 3D pour essayer en fait de bâtir quelque chose de sur mesure. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Je pense qu'en fait, ce sera le plus gros projet table de tous les temps. Parce que là, c'est pas juste des trucs qu'on pose sur un tapis, hein. Là, tout est en dur, quoi. Le sol, les murs, tout est en dur. Il faut que ce soit modulaire, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit sur plusieurs étages et il faut que ça fasse un gros carré de 120 centimètres. Donc, croyez-moi qu'il y a du boulot. Il y a du boulot, mais là, néanmoins, voilà, ça, je vais le faire. Je me sens obligé de le faire. Ça pourrait même être mis à contribution pour faire du 40K narratif, hein. Cette table, honnêtement, elle peut servir à plein de choses. Elle peut servir à réadapter, par exemple, des scénarios multijoueurs board in action avec un format plus grand. Waouh, Zone Mortalis, moi, ça me vend du rêve. Horus Heresy, ça a l'air génial. Zone Mortalis, ça a l'air de l'être encore davantage. Donc là, j'ai vraiment très hâte de me lancer là-dedans. Encore une fois, mon planning peinture, là, vous avez compris, nous sommes en mode alerte rouge, hein. J'ai des tables Apocalypse à faire. J'ai déjà un planning peinture existant complètement dément. Wouhou, ça va le faire, les gars, je vais y arriver. Petite parenthèse dans cette émission pour vous aiguiller sur une série d'articles sympas comme tout parus sur le Warco. Ça s'appelle Warhammer Art Through the Years. Comme son nom l'indique, c'est tout simplement une espèce de rétrospective de l'artwork et ils nous ont classé ça par faction. Donc vous avez un article Eldar, un article Orc, Chaos Space Marine, etc. Et on vous offre les artworks les plus emblématiques de toutes ces factions en HD. On peut zoomer dedans et tout. Moi, ça m'a fait plaisir, honnêtement, de retomber sur certaines illustrations que je n'avais pas vues depuis longtemps. Donc, les petits articles Warhammer Art Through the Years, allez-y. Oui, tout le monde va dire encore, tu parles anglais comme un âne. Bien, évidemment que je parle anglais comme un âne. On leur a pas fait la guerre sans 16 ans, sans raison. C'est ce que disait souvent mon père, ça. Parce que le patron de sa boîte était anglais, donc voilà, vous imaginez qu'il y avait une certaine rivalité avec la perfide Albion. J'ai un peu grandi dans cet esprit-là. En tout cas, allez vous rincer l'œil, les mecs. Ces articles font vraiment plaisir. Autre petit article qui était, ma foi, assez bienvenu, ça parle du 40K Faction Rules. Jusqu'à maintenant, en fait, les règles additionnelles de Warhammer 40 000, et Dieu sait qu'il y en a eu un paquet, il fallait tout simplement multiplier les sources, hein. Donc, d'un côté, on a la data slate, de l'autre côté, on a les facs, les errata, les modifications de codex et blablabla. Désormais, en fait, toutes ces règles additionnelles, elles vous seront proposées par pack complet concernant telle ou telle faction. Donc, c'est la bonne nouvelle. Pour ma part, je n'aurai plus à lire des règles qui ne me concernent plus. Je vais juste me concentrer sur mes factions. Et voilà, j'ai un document qui regroupe absolument tous les changements qu'il y a eu depuis les débuts de la V10 de Warhammer 40 000. Ok, honnêtement, c'est intelligent. Vous avez bien fait de faire ça. On aurait aimé peut-être que ce soit comme ça dès le début. Néanmoins, mieux vaut tard que jamais. Et là, honnêtement, ça fait bien le job. Donc, beau petit boulot de synthèse du côté des règles de Warhammer 40 000. Autre chose, naturellement, ça a été le Golden Demon, hein, vraiment. Bon, là, franchement, il y a parfois eu des éditions du Golden Demon que j'ai traversées sans être plus envahi que ça par cette espèce de magie. Waouh, c'est un palmarès absolument prodigieux. Le niveau est devenu stratosphérique, tant et si bien que parfois on n'a même plus l'impression de regarder de la figue, quoi. On a véritablement l'impression de contempler un tableau, quoi, une œuvre d'art, une illustration. On a ce côté plaqué maintenant sur les photos, c'est assez incroyable. On a l'impression de ne pas pouvoir tenir ce truc-là dans nos mains, en vérité. Donc, je ne vais pas faire ma sélection des meilleurs et tout. Honnêtement, ça a été commenté en long et en large. Et à vrai dire, il y avait de quoi commenter. Donc, si ce n'est fait,
naturellement aller jeter un œil attentif à ce palmarès du Golden Demon, hallucinant de bout en bout, quoi. Mais vraiment, la moindre médaille de bronze est une tuerie absolue, hein. Là, on est vraiment dans du waouh! C'était fabuleux. Et d'ailleurs, petite dédicace à l'ami Adeptus Picturam qui a fait le déplacement et qui a récolté quelques pins. Salut à toi, l'ami, et bien joué pour ce périlleux voyage. On retourne du côté des nouvelles règles. Et du coup, la Game Workshop ne prend pas vraiment de risque en réactualisant les détachements de la Raven Guard et des White Scars. Alors, ce n'est pas décevant du tout. Par contre, il y a un vilain défaut. Je trouve que ces détachements en fait sont centrés sur l'usage des nouveaux personnages. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Ok, il faut jouer un personnage nommé pour tirer en fait de ces nouveaux détachements toute la saveur. Et c'est vrai que quand on lit les règles, on se dit ah merde, j'aurais bien tort de me passer de ce nouveau maître de chapitre parce qu'en fait, il apporte énormément en fait au gameplay Raven Guard. En tout cas, moi qui ai joué beaucoup à ce détachement Raven Guard depuis le début de la V10, toutes les petites nouveautés sont cool, ça rend le détachement encore meilleur. Moi honnêtement, c'est le détachement que je préfère, tout codex confondu depuis le début de la V10. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à jouer. Là, ça en remet une couche et on peut vraiment jouer un vrai gameplay Raven Guard basé à mort sur le tricks de mouvement, sur l'infiltration, sur la retraite simulée et tout, sur l'assassinat. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Je trouve qu'on n'égale pas encore l'expérience V9 qui était à mon sens fabuleuse avec cette armée, mais néanmoins le plaisir il est là. Donc, mais dommage quand même qu'on puisse, on peut toujours jouer sans personnage nommé. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire. Hein. Mais c'est vrai qu'on se dit celui-là j'ai quand même tort de mon passé, quoi. C'est dommage en fait de centrer les règles de toute une faction sur un perso tel qu'un maître de chapitre. Un maître de chapitre, les gars, il se déplace pas pour 2000 points, hein. Il se déplace pour 5000, le mec, et c'est ça qu'il veut, le maître de chapitre, il veut une bataille gigantesque. Là, c'est conçu pour du match play à 2000 points, bof quoi, bof. Pour faire suite à ça, on a également eu les nouvelles datasheets concernant les ultramarines. Là encore, j'ai envie de dire, une fois de plus, j'ai l'impression que le jeu, là, à 40K, pour sa dernière année, il n'a plus grand-chose à offrir de frais. Franchement, les mécaniques, elles sont toujours les mêmes. C'est des mécaniques qui ne se concentrent que sur la létalité. On voit pas d'autres choses en fait. Il n'y a pas de nouveaux petits trucs défensifs, de nouvelles petites mécaniques de résilience. Non, tout est vraiment axé sur l'agression. Est-ce que la garde Victrix, honnêtement, là, avec ses nouvelles figurines superbes, est-ce qu'elle ne méritait pas une vraie règle de bodyguard, par exemple? Là, on n'a rien. On a juste des mecs qui tapent comme des sourds et qui avancent vers toi dès qu'ils se font tirer dessus, tels des World Eaters. C'est creux, quoi. C'est creux. Et pareil, côté Calgar, le mec, à part être un énorme bourrin, il n'a rien à dire en termes de règles. C'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Et de toute manière, ça, c'est un sentiment assez redondant que moi j'ai par rapport à 40K sur cette année 2025 écoulée. On a eu une vraie tempête de nouveautés très cool durant le calendrier de l'Avent, durant Grotmas. Là, depuis, les nouveaux codex, ils nous sortent tous les mêmes mécaniques. Il y a eu que du côté des Emperor Children, on a eu de la vraie fraîcheur en termes de gameplay, des vraies nouveautés côté règles spéciales. Mais à part ça, franchement, tout devient de plus en plus bourrin. Même scénario que la V9 en vérité. Hein. La dernière année de la version, à croire que ça devienne traditionnel, mais en gros, tout est ultra violent. Tout est ultra fort. Même une petite faction de niche, tout est super, super, super bourrin. La létalité, elle s'est complètement envolée. Ça explique quelque part mon éloignement un peu du jeu ces temps-ci. Là, je me concentre toujours sur du petit format et Horus Heresy, naturellement. Personne ne m'empêchera de jouer à Warhammer 40 000, surtout pas l'éditeur en vérité. Mais le problème, c'est que maintenant, faire du 40 000 narratif, en vérité, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il faut absolument, en fait, contrebalancer le fait que le jeu soit devenu ultra violent. Ça demande de l'adaptation de règles, ça demande de cadrer les listes. Tandis que de l'autre côté, vous avez Horus Heresy,
Bah là, en fait, jouer normalement à Horus Heresy en suivant les règles, ça en fait quelque chose de beaucoup plus soft, quoi. Voilà, vous allez pas perdre, en fait, 27 Space Marines durant le même tour. Bref, moi, il y a cet écart, je trouve, qui commence vraiment à se creuser et naturellement, mon cœur penche plus d'un côté que de l'autre. Mais néanmoins, voilà, comme je vous l'ai dit, 40K, j'y jouerai toujours. C'est simplement que de plus en plus, va falloir réadapter ce jeu pour qu'il corresponde à moi, à mes attentes et à celles de mes invités au cadre des événements également. Donc voilà, quand même de plus en plus un grand écart en fait entre ces deux jeux. Je pense que c'est le même genre d'écart qui concerne Old World et AOS. L'écart se creuse, les amis, et j'ai bien peur que la V11 fasse de cet écart un véritable précipice. On verra bien ce que ça donne. Moi, mon sentiment, c'est que la V11 va définitivement inscrire 40K dans le compétitif, dans l'abstrait, tandis qu'Horus Heresy sera le jeu à l'ancienne narratif. Je pense que ça va se passer exactement comme ça. J'ai du mal à imaginer une V10 encore plus sous stéroïdes, mais je pense que ça va avoir lieu. Voilà, l'avenir, je le sens comme ça. Ce n'est que mon sentiment prémonitoire. Je sais pas. Là, je le sens pas. 40K, je le vois vraiment pas en fait revenir vers quelque chose de plus cool. Nul doute que de toute façon, on se fera une petite émission récapitulative, enfin rétrospective plutôt, de la V10 de Warhammer 40 000 qui, moi, m'a apporté autant de joie que de déception. On est plutôt sur un bon équilibre. Bon, on en a fini pour les news un peu génériques de Game Workshop. Néanmoins, il y en a quand même beaucoup. On va pouvoir se pencher un petit peu sur ce fameux événement des World Team Championship à Atlanta. Non, en fait, je ne connais même pas le nom officiel de cet événement. Bon, alors, rigolons un petit peu. Ouais, rigolons un petit peu parce que, mais cet événement, il était catastrophique. Et là, je ne parle pas de son contenu, mais je parle bien de sa présentation et surtout de sa technique. C'était tout simplement incroyable. En plus, tu fais l'effort, tu vois, d'être debout de 2 à 3 heures du matin pour assister à ça. Alors que tu te lèves à 7 heures, hein, c'est chaud. Mais j'ai traversé le truc, mais complètement ahuri devant, un déluge technique, mais complètement foireux. C'est simple, rien n'allait du tout. Les micros étaient dégueulasses, ça saturait, il y avait un écho complètement dingue. Honnêtement, voilà, c'est mon métier, même en le faisant exprès, je n'arriverais pas à ce résultat-là. Les mecs, ils demandent à la foule des applaudissements, on n'entend rien. Ils ont même pas mis un micro pointé vers la salle. Waouh, mais tout était aux fraises. Les visuels qui étaient présentés, ils étaient complètement pixelisés. Il y avait des chevauchements de trucs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ils avaient une caméra live pour déballer des produits, mais c'était, on aurait dit, le juste prix au Bangladesh. C'était hallucinant. Les caméras tremblaient, la lumière était dégueulasse, on comprenait rien. C'était vraiment complètement fou, quoi. C'était vraiment complètement fou. Donc, si naturellement les vidéos présentées étaient toujours d'une superbe qualité, waouh, côté événementiel, on était, mais waouh, mais j'en ai fait beaucoup de l'événementiel. J'ai fait de la foire au boudin, j'ai fait de la fête au village, j'ai fait des grands événements dans des hôtels de luxe. Honnêtement, je n'ai jamais vu un événement comme ça. Tellement merdé de A à Z. C'était. Quelque part, c'était fabuleux. Moi, ça m'a bien fait marrer. Et en plus, il y a eu une interruption technique en plein milieu, mais genre de longues minutes. À peine ça avait commencé, bam, bug technique. On se dit, ok, ils vont reprendre, ça va aller mieux. Non, c'était encore pire. Ça saturait de partout, les caméras tremblotaient. Enfin, waouh! Juste franchement, un grand moment de n'importe quoi. Donc, commençons néanmoins à parler de ce qui était intéressant et pas risible, c'est-à-dire le contenu. Et ça a commencé par la révélation de Warhammer Quest qui nous avait été teasé depuis quelques temps. Je veux pas parler du jeu, à vrai dire, ça ne m'intéresse que moyennement tout ça, mais parlons tout simplement des figues. Là, autant le dire, je trouve que cette boîte est très très déséquilibrée entre ces deux factions. D'un coup, donc ça se passe dans l'univers AOS déjà. Donc d'un côté, on a une espèce de bande là, à la Donjons et Dragons, très
très très générique, hein, du coup, l'enchanteresse, le chevalier, le nain, ouais. Les figurines sont belles, mais waouh, c'est très très générique tout ça. On a un peu d'originalité côté renfort avec une espèce de, c'est un Kurnos, hein, je pense que ça s'appelle comme ça, avec Keltanor, le prince de la forêt, donc qui est un peu une créature sylvanette, avec une espèce d'homme ours là. Ouais, j'ai pas compris. Ça fait pas du tout AOS en vérité. C'est ça, moi, qui me choque plutôt. Et c'est vrai qu'on a un solide côté old world dans tout ça. Et un mage qui lui aussi est générique de fou. Donc, du côté de ces figurines, je sais pas trop quoi en penser. Elles sont belles. Mais la DA, ouais, après, faut voir en fait ce qui est l'esprit du jeu, quoi. Tu vois, si c'est raccord avec le lore et tout, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que, ok, on peut discuter de la qualité de cette petite bande. En fait, son plus gros problème à cette petite bande, c'est ce qu'il y a en face. Et ce qu'il y a en face, c'est du Magodkin of Nurgle. Mais waouh, tout est complètement dingue. On a un prince démon qui est à tomber par terre. On a des personnages, mais qui sont incroyables. Cette espèce de sorcière avec une grosse limace à ses pieds. En fait, elles sont plusieurs sous la robe. Il y a 2 ou 3 sorcières là-dedans. Mais la DA est complètement folle. Le champion, là, le champion de Nurgle avec son bras mais énorme, il est délirant. Et en plus, on a plein de petites unités annexes, mais tout est complètement fou dans cette bande de Nurgle. La moindre figurine est un chef-d'œuvre. Tout est dingue. Tout est vraiment dingue. On a même en fait des Pox Vrechies, donc on est un peu des Poxwalkers médiévaux. Je les trouve à tomber par terre. Ils me font très envie parce qu'en fait, j'ai envie de les convertir pour les jouer à 40K, hein, ces mecs. Ils sont totalement Death Guard approved. Et pour finir, on a même des Pestigors, mais qui sont de toute beauté. Là, côté Nurgle, on est sur du délire. La gamme est délirante. C'est des figurines, mais à tomber par terre sous tous les détails, ça doit être un kiff monstrueux à peindre. Cependant, ça ne sera pas donné à tout le monde, ni même à moi, en fait, j'ai envie de dire. Parce que là, le niveau là, qui est présenté, c'est complètement de la peinture d'exposition. C'est pas souvent qu'on voit Game Workshop en fait faire ce choix-là, mais là on est dans la peinture d'expo pure et dure. Si vous zoomez sur les armures des Blight Knights là, mais c'est délirant, la texture est délirante. C'est du micro pointillisme, il y a un soin du détail mais complètement fou. Et donc je me dis waouh, là clairement ça me fait envie de dingue. Tu vois, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi ni pourquoi faire, mais les figurines sont tellement belles que en fait tu te dis je garderais bien ça dans une boîte 12 ans pour un jour les sortir et en faire quelque chose de fabuleux parce qu'en fait elles méritent d'être peintes de manière fabuleuse, ces figurines là. Donc on se dit ok, Magodkin of Nurgle is the new porn. La suite enfonce encore davantage le clou avec cette fois des renforts du côté de la gamme AOS et on commence par Festus, hein, ce personnage nommé qui chevauche mais une énorme limace absolument dégueulasse. On est sur une pièce d'exception qui est au moins autant exceptionnelle que le prince démon vu précédemment. Encore une fois, ça a tombé par terre. C'est à tomber par terre et la cavalerie de Nurgle qui va avec et qui aura absolument vocation à rejoindre le précédent personnage chevauché. Comment il s'appelait celui-là? En gros, celui qui ressemble à un cavalier de l'Apocalypse, là, façon Frazetta. Il peut être accompagné d'une cavalerie, mais géniale, avec des chevaux, mais boursouflés, des chevaliers, mais qui avec des pans de tissu partout. C'est ouf, tout est ouf dans cette nouvelle gamme qui s'enrichit également de nouveaux putrides Blight Kings. Je ne sais pas s'il remplace les Blight Knights, je ne sais pas, c'est peut-être une autre unité. Là encore, tout est dingue. Tout est dingue et du coup Nurgle en fait se part de nouveaux atours. Je trouve qu'il y a une nouvelle DA qui fait plus médiéval qu'avant. On s'éloigne un petit peu du style Death Guard, justement. La Death Guard, en vrai, les Magodkin, Magodkin, Death Guard, il y avait pas mal de similitudes entre les deux gammes. Ici, l'écart se creuse. On a du Nurgle plus médiéval,
plus à l'ancienne, avec des proportions un peu dérangeantes. Ils ont des petits tibias, des petits mollets, tout en ayant des corps bouffis. Et c'est absolument impeccable. Et on trouve également de nouvelles unités, les Road Swords, des épéistes de Nurgle, plus petits que leurs collègues Blight Kings. Mais ils sont excellents. Ils sont excellents. Et les pestigores, des hommes bêtes pesteux, mais ils sont parfaits. Ils ont la bedaine qui pendouille. Ils ont une allure gauche, quoi. Les mecs, tu sens qu'ils se meuvent avec. Ils marchent pas droit, les mecs. Ils sont fous, quoi. Ils ont le regard complètement bovin, mais parasité par la maladie. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tout ça, c'est absolument fabuleux. Et autant vous le dire, moi, c'est ce que je retiens le plus de ce nouvel event. C'est toute cette gamme Nurgle, quoi. Que ce soit dans Warhammer Quest ou AOS, mais tout est à tomber par terre. Et ça me donne tellement d'idées, ce nouveau Prince Démon. Mais j'ai envie de lui mettre un énorme bolter lourd, tu vois. Là, tout est ouf. Tout est ouf. C'est vraiment des figurines, mais incroyables. À vrai dire, là, ça m'a mis une tartine comme j'en avais pas eu depuis longtemps. Non, là, je pense à toutes les reveals qui ont pu avoir lieu cette année. J'avais été complètement charmé par la nouvelle gamme Nains du Chaos. Là, je suis pas seulement charmé. Là, je suis littéralement sous le... Waouh. Enfin, ça m'a coupé le souffle. Vraiment, là, c'est toutes les figurines Nurgle sont incroyables. De la moindre petite infanterie jusqu'au plus gros personnage nommé, c'est un sans faute. C'est vraiment magistral. Magistral. Et c'est vrai que cet apport de Warhammer Quest, il enrichit encore davantage la gamme. Et je crois que j'ai vu passer ça par écrit. J'ai vu que, en fait, tout ça, là, tout ce qu'il y a dans Warhammer Quest, c'est jouable à AOS. Donc on se dit, waouh, là on veut tout. Tu as envie de tout avoir, clairement. Donc croyez-moi que ça, quand ce sera annoncé en précommande, j'y réfléchirai. J'y réfléchirai parce que j'ai envie de peindre ça, clairement. Là, on est sur les années 2040. Mais là, voilà, ces figurines sont trop magnifiques pour ne pas que je les ai, je pense. Voilà, ce sera en profonde réflexion quand ça sortira. Bref, sans faute intégrale et à mon sens, la plus grande réussite de cet événement direct, quoi. D'entrée de jeu, c'était à tomber par terre. On a enchaîné avec un petit trailer qui nous sauçait un petit peu concernant en fait le contenu du département animation de Warhammer Plus. C'était assez rigolo, tu vois, parce qu'il se la pétait. Regardez, nous sommes dans des studios d'enregistrement professionnels et tout. À vrai dire, le trailer de l'an dernier n'était pas différent. Ils en faisaient des caisses. Résultat, c'était qu'on n'avait pas toujours du contenu à la hauteur. Donc méfiez-vous de ce genre de trailer pétaradant. Faut vous imaginer qu'ils vous ont fait voir que le truc qui tue, quoi. Nul doute que derrière, il y aura probablement encore du dialogue mal écrit et des effets spéciaux un peu fumeux. Néanmoins, vous connaissez toute la sympathie que j'ai pour ces petites animations sur Warhammer+. Moi, j'en mange. Quoi qu'il arrive, j'aime beaucoup. Allez, et on continue sur un truc qui fait plaisir parce que c'était le moment de l'Horus Heresy avec la révélation des nouveaux Terminator Cataphracti. Honnêtement, pas déçu pour dessous. Je trouve qu'en fait, c'est une évolution assez timide, en fait, assez discrète, mais justement qui ne change pas trop cet aspect vraiment chevalier qu'ont les Cataphracti. Je pense qu'en fait, dans le profil global de la figurine, certains ont pu peut-être être déçus par cet aspect un peu moins bulky. Par bulky, j'entends que quand on prend le précédent modèle, les épaulières sont complètement dans le prolongement de la partie haute, en fait, de manière à faire un gros carré, quoi. Ici, on a des épaulettes plus profilées qui redescendent un petit peu vers le bas, ce qui leur enlève un peu ce côté monolithique. Moi, je sais pas trop quoi en penser. J'aime beaucoup cette version, honnêtement. Je me demande si, effectivement, j'aurais pas préféré avec des épaules plus droites, quoi. Vraiment le truc le plus rigide du monde. Néanmoins, voilà, c'est pas décevant pour dessous. On a des figurines enfin remises à la bonne échelle, mais c'est pas une explosion de l'échelle, comme on a pu en voir dans 40K. La figurine va gagner quelques millimètres, pas plus. Elle va sans doute être plus épaisse aussi, mais également plus grande, plus élancée, plus effilée, plus de détails. Donc tout est bon là-dedans. Cette escouade, elle vous est proposée dans 2 variantes d'armement. Bref, de quoi en fait faire des grosses escouades. Désormais, ces petits gars, ils sont jouables par 12. Par contre, je me demande si Game Workshop va pas nous mettre une carotte. C'est-à-dire qu'avant, ok, c'était vendu par 10.
Maintenant, à mon avis, ce sera vendu par 6 et vous connaissez la maison mère, ça risque d'être vendu au même prix qu'avant. Il y a fort à parier là-dessus. Bref, des nouveaux cataphracti, j'en veux, j'en aurai, ça ne fait aucun doute, ils sont très très beaux. Aux côtés de ces cataphracti, on a la Breacher Squad, qu'à vrai dire, on attend depuis longtemps, hein, ça fait plus de 6 mois qu'on l'attend celle-ci. Petite déception pour ma part, donc les modèles sont toujours aussi cool, des Breacher, franchement, c'est obligatoirement cool. Par contre, petite déception, c'est qu'il ne s'agit pas d'un kit dédié. On va juste avoir droit à une grappe d'amélioration qui pourra équiper vos Marines pour en faire des Breachers. Donc on se dit, ah merde, j'aurais bien voulu avoir un nouveau kit du niveau de la fabuleuse escouade d'assaut MK2, hein, un kit vraiment exceptionnel. On l'aura pas, on aura juste une grappe d'amélioration avec tout l'équipement nécessaire, donc tous les boucliers, etc. Par contre, du coup, ce kit d'amélioration, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le mettre sur qui on veut. Donc on peut se faire des Breachers MK2, 3, 4, 5, 6, on peut le mettre sur qui on veut. On ne sera pas cantonné au MK3 tel qu'il nous avait été présenté. Et donc tout ce nouveau petit monde sera présent au sein d'une grosse boîte, une boîte d'assaut de siège. Donc 2 fois 6 nouveaux Terminator Cataphracti, une escouade de Breachers et un bon vieux Léviathan équipé pour le corps à corps avec la fameuse drilleuse de mur. Ça fait plaisir. C'est une boîte qui n'a pas un effectif de dingue, hein, en vérité. Il n'y a pas grand monde dans cette boîte. À voir à combien elle nous sera offerte. Là, évidemment, j'entretiens assez peu d'espoir sur le côté. Est-ce que ça va vraiment valoir le coup ou pas? Désormais, les choses qui valent le coup ont tendance à se faire un petit peu la malle. Bref, c'est tout pour Horus Heresy. Néanmoins, ça m'a largement contenté. Mais non, en plus, je dis des bêtises parce que ça a continué avec le Mechanicum. Le Mechanicum, j'ai envie de dire, qui n'en finit plus de devenir une faction sexy, hein, parce que cette fois, on s'attaque aux Skitarii. C'était attendu, c'est pas décevant. Là, les Skitarii, on a vraiment ce look décharné, robotisé. Je trouve le tout réussi. Le personnage, il est absolument fabuleux, hein. C'est un Marshal. Il a une allure de dingue. Il est proposé en 3 variantes avec le même kit. Pas décevant pour dessous. Et on retrouve même cette bonne vieille Vultarax, cette espèce de petit drone mécanique flottant dans les airs qui est tout sympa. Néanmoins, celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Je pense que parmi les adeptes de l'Omni-Messi, c'était pas forcément le véhicule le plus urgent qu'ils aient attendu. Voilà, il y avait peut-être plus intéressant à sortir avant ça. Néanmoins, vous l'avez, vous êtes content. Et même scénario, tout ceci vous est offert dans une nouvelle petite boîte, du coup, qui regroupe toutes ces nouveautés du Mechanicum. Là, une boîte à petit effectif, hein. Donc là, ça risque d'être une petite boîte à tarif plutôt sympa. On verra bien ça en temps voulu. En tout cas, le Mechanicum, waouh, plus cette gamme s'élargit, et elle s'est beaucoup élargie, hein, mine de rien, plus ça devient beau et plus on pense à plein de trucs. Non, je vais pas en dire plus, sinon je vais encore m'enfoncer dans la honte de mes piles, dans ma pile de la honte. Désolé, il est tard. Du côté Horus Heresy, mais cette fois à petite échelle, Legio Imperialis, je vois pas quoi dire de plus à part que, ok, en gros, toutes les nouveautés Horus Heresy, elles sont adaptées à petit format Legio Imperialis. Ce n'est pas décevant, on retrouve tout le contenu de la boîte V3, c'est-à-dire toute la partie Saturnine, les plateformes d'armes Arachnae. On a une boîte, du coup, on a plein de boîtes en fait. On a plein de nouvelles boîtes, de nouveaux lots qui regroupent pas mal de figurines. À vrai dire, elles sont toutes plus sexy les unes que les autres, ces nouvelles boîtes, quelle que soit la faction choisie. C'est vraiment très très cool. Et en plus, on a en bonus du super lourd Space Marine avec par exemple le Falchion, on dit, j'imagine, je ne sais pas trop. Bref, le Falchion, c'est cool. On a également naturellement le Failblade. Bref, en gros, toutes les nouveautés Horus Heresy, on les retrouve à petit format et on les retrouve également dans des boîtes, cette fois qui sont plutôt richement pourvues, hein, je trouve. Là, quand je regarde le Legioness Astartes Battle Group, il y a du monde, c'est très très sympa. Idem côté Solar Auxilia et Mechanicum, ça fait bien plaisir de voir Legio Imperialis qui n'est pas lâché.
Autre révélation assez massive, ça concerne cette fois The Old World et qui nous présente ni plus ni moins que la suite de l'armée de KT. Alors, je voyais pas le truc si gros, parce que KT a été quand même pourri gâté avec les révélations du début d'année. Les mecs, ils enfoncent un gros clou avec une nouvelle boîte qui nous regroupe que des nouveautés. Il y a vraiment de tout. Il y a du lancier, de l'archer, du fusilier. Bon, j'y connais rien à Old World et Grande KT, mais tout est beau, quoi. Tout est beau une fois de plus, quoi. On a des figurines, encore une fois, mais hyper détaillées. Cette fois avec des affinités asiatiques beaucoup plus marquées qu'auparavant, je trouve, sur les figurines. Bref, c'est pas décevant du tout, et donc nul doute qu'en fait les armées KT vont devenir délirantes, entre l'énorme gamme de figurines du début d'année qui était superbe de bout en bout et ces nouveaux venus là, mais waouh, mais quelle armée de dingue, mais quel travail également, quel travail de peindre ça. Y en a qui la peignent sur le Discord et qui font ça bien, big up à Seb, mais waouh, tout est cool. Tout est cool, donc plus que jamais, Grande KT, c'est tout simplement à cette heure la plus belle armée qu'il est possible de faire à Old World. Moi, j'ai envie de troller un peu et de dire même que pour l'instant, elle est bien la seule armée à ce niveau de figurine, à ce niveau de détail, à ce niveau de direction artistique. C'est tout simplement fabuleux. Du côté de Necromunda, cette fois, je vais passer très vite là-dessus, tout simplement parce que je ne suis pas du tout qualifié pour en parler. L'ami Xavier le fera sans doute dans son petit live du lundi. Coucou la Minute Warp. Je te fais des bisous. En tout cas, côté Necromunda, moi, ce que j'ai vu, c'est les nouveaux Palanite Enforcer. Ils sont à tomber par terre, ils sont super beaux, vraiment excellents. Ainsi qu'un nouveau personnage. Mais à vrai dire, je vais pas me spoiler. Je vais garder la surprise. Je ne sais pas quel est ce nouveau personnage qui semble tout droit sorti d'un panthéon divin. Il est ouf. La figurine est ouf. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il fait. Je garde cette info pour plus tard. Elle me sera sans doute contée par un spécialiste en la matière. Et on en arrive maintenant à Warhammer 40 000. Donc ça a commencé par une série de révélations de nouveaux personnages. Un nouveau personnage, Votan. Alors là, on peut dire qu'il a la peau dure, le mec. Un énorme mineur qui brandit une tête de noble. Là. Assez cool, assez cool. À mon avis, celui-là, il a vocation à accompagner des berserk chtoniens, je crois. Vu le look qu'il a, ça ne m'étonnerait pas. Donc très cool. Ensuite, on arrive sur des jumeaux de l'Empire Tau, donc le Twin Lens. Ils sont cool, c'est pas mal du tout. Là, en fait, je suis content de voir des exo-armures qui ont de la vraie pose. Parce que c'est vrai que le kit standard de Crisis, moi, je m'ennuie un peu. Ici, voilà, on a du mouvement, on a des... Voilà, ça bouge, quoi. On a des exo-armures qui ont vraiment l'air de faire feu de toute leur force et de se mouvoir très rapidement, donc très bien pour les joueurs tôt. Voilà, je pense qu'ils seront très contents d'ajouter un peu de variété dans tout ça. Et pour finir, un nouveau Prima Tyrannide avec un fouet. Là, comme son nom l'indique, c'est un Prima Tyrannide avec un fouet. Il n'y a pas 30 000 trucs à en dire, sauf que tout simplement, la pose est cool, la gueule est superbe. Il y a un vrai dynamisme dans cette figurine qu'on n'avait pas forcément sur les autres, donc très bien. Et c'est vrai que quand on voit le niveau de cette figurine, on ne peut que rêver à la refonte des guerriers tyrannides qui, eux, ont pris un solide coup de vieux. Nul doute que ça arrivera assez bientôt, je pense. En tout cas, un petit perso tyrannide mignon comme tout. Et on va finir par ce qui aura été tout simplement le moins bon dans cet événement, l'annonce de la campagne de Warhammer 40 000. Donc El Famoso, campagne de fin d'édition. En V9, ça a été les Arches Fatidiques. Et c'était trop bien parce qu'on a eu un gros paquet de lore, assez important d'ailleurs, ainsi qu'un nouveau système de jeu, Boarding Action, qui aura dégénéré pour ma part. Donc c'était cool. Là, moi, j'ai pas trop compris ce qu'on avait eu. Ce que j'ai compris, c'est que tout simplement, en guise de campagne de fin d'édition et donc en guise d'événement narratif, l'éditeur se met tout simplement à surfer sur le succès de son jeu Space Marine 2. Et on se retape encore de l'Ultra. On se retape du Titus. Bon, là, c'est Titus et ses potes, parce qu'il regroupe en fait des trucs qui sont apparus à la fois dans le jeu vidéo, à la fois dans ce tout court et anecdotique épisode de Secret Level. Voilà.
Bah ça c'est voilà, ça c'est le narratif de Warhammer 40 000 en fin d'édition. Titus et ses potes qui doivent à nouveau sauver Ultramar, donc à travers l'appellation 500 Worlds, bah ça va être ça, la campagne de fin d'édition. Donc on n'en sait pas beaucoup, à vrai dire pour l'instant. On a une série de 4 bouquins. Voilà, le détail n'a pas été fait. L'un de ces bouquins va être un supplément Boarding Action. Et à vrai dire, pour ma part, c'est ça la véritable inconnue, parce que jusqu'à maintenant, Boarding Action est un jeu qui est absolument non suivi par l'éditeur. La seule chose à laquelle on a eu droit, c'est un détachement Emperor Children dans White Dwarf. Et là, en fait, ils nous sortent un bouquin additionnel pour Boarding Action. Là, tu te dis merde, qu'est-ce que ça va proposer? Est-ce que ça va être juste des nouvelles missions, des nouveaux détachements? Ça me paraît incontournable, au moins pour les deux opposants de cette campagne, à savoir Ultramarine et Necron. On aura sûrement des nouveaux détachements très thématiques autour de ça. Mais bah, je demande à voir, tout simplement. Je demande à voir. Là, pour l'instant, c'est flou. On n'en sait pas assez. En tout cas, pour ma part, ça a quand même un goût de déception, quoi. Moi, on était en droit d'espérer un nouveau segment de lore intéressant. Là, bah voilà, ça se passe dans Ultramar, comme ça s'est déjà passé des dizaines de fois. Le personnage star, ça vient d'un jeu vidéo. Moi, ça me suffit pas, clairement. Là, moi, typiquement, ce truc-là, c'est sans moi. Même pas, je vais m'y intéresser en vérité. Je ne pense pas. Je vais juste, en fait, suivre le lore de loin. Et bon, Ultramarine versus Necron, bah, ça a quand même un solide goût de V9, qu'on aurait aimé avoir un truc un peu plus original. Bon, la mode nouvelle, c'est que du côté Necron, on se tape pas juste une figurine de Space Marine de jeux vidéo, on se tape le Necrozor Amentar, qui est apparemment un destroyer particulièrement énervé. Réussite totale pour ce Lord Destroyer qui est magnifique. À vrai dire, il a pas mal de. Il a un petit look de Talos Drukhari, ce mec, avec son dos bombé et toutes ses griffes là qui regardent le sol. Et il est cool. Il est tout simplement mortel. Là, je pense que tous les joueurs Necron vont le vouloir. Il est trop bien à peindre. Ça doit être une fois de plus un énorme kiff. Et on a également une petite boîte. Et là, à vrai dire, une boîte vraiment cool. Une boîte 100% thématique Destroyer qui est vraiment très bien, avec 3 Ophidiens, 3 Scorpec, 2 Destroyers lourds et le Pistolero, comment il s'appelle ce petit mec? Non, c'est pas l'Illumineur machin, c'est le X-Mark, ouais, exactement, le X-Mark, le Destroyer X-Mark. Là, c'est une petite combat de patrol, à mon avis, elle sera vendue au même prix. Là, honnêtement, c'est cool. Après, est-ce que en fait, on aura plusieurs boîtes dans cette veine-là? J'espère. Des petites boîtes très thématiques comme ça, avec un peu l'appellation 500 Worlds, pourquoi pas? Ce serait de bon ton, à vrai dire, histoire que tout le monde puisse participer à cette campagne à Ultramar. C'est... Bon, on verra bien ce que nous donne cette campagne de fin d'édition de Warhammer 40 000. Pour l'instant, je ne peux pas bitcher outre mesure parce qu'on n'en sait pas assez. En tout cas, c'est quand même une très bonne surprise de voir mentionner C'est quand même une très bonne surprise de voir mentionner quelque part Boarding Action. Ça commençait à faire long, le temps était long. On verra ce que ça nous propose, quoi. Voilà, potentiellement, ça peut être super. Donc voilà, je ravale mon venin. C'est juste qu'en fait, on est un peu déçu que le lore, en fait, il tourne autour d'un jeu vidéo à succès. Voilà, le jeu vidéo, il a cartonné, c'est pas la peine d'en faire des caisses. Il a déjà plu, en fait, aux gens. Et les gens à qui ça a vraiment plu, évidemment qu'ils ont déjà mis le nez dans ce qu'est Warhammer 40 000 en termes de figurines. C'est pas en sortant un nouveau Titus que vous allez les amadouer plus que ça, à mon avis. Ouais, je suis pas convaincu de la technique commerciale là, tu vois. Bref, en tout cas, je m'en fous un petit peu, mais je suis très curieux de voir ce que va nous donner en fait ce petit contenu supplémentaire Boarding Action. Bon, les gars, c'est fini pour les nouvelles. Il est tard, j'ai mal à la gorge, j'ai trop parlé. Il y avait quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses. En tout cas, dans toutes ces news là, voilà. Si je devais faire le best-of de cette émission, c'est une association dans laquelle il se passe beaucoup de choses, une gamme Nurgle absolument magnifique, des nouvelles règles Horus Heresy qui ne sont jamais décevantes. Voilà, c'est mon best-of de cette émission et je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu ce petit déroulé. Si vous n'étiez pas au courant
désormais vous l'êtes. Écoutez, je vous dis à très vite, mes très chers ruralistes, à très vite pour les nouvelles actus Super Warp à venir, ça devrait pas tarder, et à très bientôt pour le reste. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, voire très bien en ces temps difficiles où novembre se fait très sombre, hein. Là on commence à rentrer dans le dur, dans l'hiver, dans le froid, dans le brouillard. Néanmoins, la campagne reste belle et j'en profite un maximum. Portez-vous bien les mecs, on se retrouve sur le Discord ou ailleurs, n'hésitez pas. Ciao!